Donc, comme on l'a vu, la première phase de la Révolution française a été passablement tumultueuse. Donc, après avoir tenté d'établir une république bourgeoise avec une constitution, donc tenté d'établir une monarchie constitutionnelle, euh, la France va connaître un tournant un peu plus difficile quand justement des complots royalistes, quand des menaces extérieures viennent euh, menacer justement l'existence même de la Révolution. Donc, on a vu qu'on s'est tourné vers un système plus autoritaire. Ça n'a pas fonctionné. Donc, à partir de 1794, à partir du moment où on met fin à la terreur en France, euh, la bourgeoisie plus modérée, qui aime mieux l'ordre, va tenter d'établir un nouveau type de régime. Donc, c'est ce qu'on va appeler le directoire, qui va être en place entre 1794 et 1799. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le directoire? C'est parce que l'Assemblée nationale va donner des pouvoirs extraordinaires à 5 directeurs, donc 5 personnes qui vont tenter justement de ramener le calme en France. Parmi ces directeurs, éventuellement, on retrouvera un jeune général qui s'est rendu célèbre parce que justement, euh, il était responsable de l'armée intérieure, donc autrement dit, il utilisait les forces armées pour essayer de ramener l'ordre, bon, qui va écraser des complots royalistes, qui va essayer d'écraser des émeutes à Paris. Donc, il y a un certain ordre qui va revenir en France. Mais sauf que ce gouvernement-là, qui requiert, qui a recours régulièrement à l'armée justement pour calmer les choses, ne fait pas grand-chose, n'accomplit pas nécessairement grand-chose, mais à tout le moins, il va réussir à ramener l'ordre provisoirement. Ce qu'on va voir aussi durant cette période-là, pardon, ce qu'on va voir aussi durant cette période-là, c'est commencer à s'établir ce qu'on appelle le système des républiques sœurs, c'est-à-dire qu'à partir de la France, qui est maintenant républicaine, bien, qu'on va voir qu'il y aura des conquêtes militaires, notamment en Belgique, comme on le voit ici, et que tout autour, justement, va commencer à s'établir des républiques. Donc, autrement dit, le modèle français commence à prendre racine. Et ça permet d'une certaine manière à la France de se doter d'un système de défense, justement, contre des ennemis extérieurs qui la menacent. Donc, la France progresse et le modèle français va progresser aussi. Au sein de ce république, au sein de ce directoire, Napoléon va prendre de plus en plus d'emprise, comme il a une bonne partie de l'armée derrière lui aussi. Et éventuellement, en 1799, Napoléon, donc plus précisément le 18 Brumaire de l'an 8, c'est-à-dire le 9 novembre 1799, Napoléon se sent suffisamment supporté par l'Assemblée pour justement tenter un coup d'État et va renverser justement le gouvernement du directoire et mettre en place une nouvelle forme de gouvernement qu'on va appeler le consulat. Le consulat, c'est quoi? Ben, c'est que l'Assemblée nationale va donner des pouvoirs extraordinaires à 3 consuls. Le premier consul détenant plus de pouvoirs que les autres. Et on s'en doute bien, le premier consul, ben, ce sera Napoléon Bonaparte. Ce directoire-là, ce consulat-là, pardon, c'est un système qui va être en place entre 1799 et 1804 va commencer vraiment à changer la donne en France. On va restaurer finalement le système financier et on va créer notamment la Banque de France. Ça va ramener un certain calme au niveau économique. Et rappelons aussi que la France, à ce moment-là, commence véritablement à multiplier ses conquêtes. Donc, sous l'égide de Napoléon, on va multiplier les conquêtes et ça veut dire que le territoire français s'agrandit. On fait des conquêtes extérieures. Alors ça veut dire aussi qu'il y a donc plus de personnes qui vont vivre justement sous le régime français. Ça fait plus de payeurs de taxes, ça fait plus de ressources qui proviennent de l'étranger qui entrent en France. Donc finalement, après des années de difficultés économiques, la France entre dans une phase plus prospère, appelons ça comme ça. Napoléon aussi va ramener l'ordre dans les relations entre les individus en créant un code civil. Donc ça va permettre justement d'établir un système de loi et un système justement de relations entre les individus plus dynamique, plus efficace, et aussi va ramener une certaine paix religieuse en signant un concordat avec le pape. Donc autrement dit, on va justement ramener justement une certaine paix sur le plan religieux. La popularité de Napoléon devient de plus en plus grande et surtout, justement, il est de plus en plus appuyé par la bourgeoisie. Curieusement, on aurait pu penser justement que si on s'en retourne vers un système plus absolutiste, certains bourgeois auraient pu s'en déplaire, mais non, au contraire, c'est que comme justement la prospérité revient en France, mais Napoléon va avoir justement l'appui de cette bourgeoisie. Tellement bien qu'en 1804, Napoléon se sent assez fort pour encore une fois changer le système.
Donc, graduellement, sous le consulat, ce qu'on voit, c'est que, un peu comme il s'est passé au début de l'Empire romain, Napoléon va conserver les structures mises en place par la Révolution, c'est-à-dire une assemblée, on va consulter la population par plébiscite. Donc, on va conserver des institutions mises en place par la Révolution, mais essentiellement, ces institutions-là vont être un peu dépouillées de leur pouvoir parce que, ultimement, le pouvoir va être entre les mains d'un seul homme, Napoléon Bonaparte. Donc, en 1804, comme je le disais, il se sent assez sûr, Napoléon, pour encore une fois modifier la Constitution française. En fait, on en rédige une nouvelle. Et là, carrément, on abolit la République française et on va fonder l'Empire. Napoléon devient l'empereur des Français. Napoléon se couronnera lui-même le 2 décembre 1804. Il va se couronner lui-même. Et là, on voit ici sur cette immense toile de David, une toile qui fait 10 mètres par 6 mètres, c'est immense, qui montre bien cette cérémonie-là très solennelle. Napoléon, qui s'est déjà couronné lui-même, qui est en train de déposer une couronne sur la tête de sa femme Joséphine. On voit dans l'assistance la mère de Napoléon, ses frères et ses sœurs qui sont ici là et qui, eux, justement, vont profiter de ce système-là parce que Napoléon va les nommer à des postes importants. Et un petit peu presque oublié dans la toile, on voit le pape qui est là, Pie VII, qui c'est comme s'il donnait finalement, s'il donnait l'appui de l'Église à ce mouvement-là. Alors, donc, c'est un phénomène qui rappelle peut-être un peu le couronnement de Charlemagne qui a eu lieu le 25 décembre de l'an 800. Donc, Napoléon prend le pouvoir, il est l'empereur des Français. Comme je le disais tout à l'heure, il va conserver certaines institutions, mais il va les dépouiller de leur pouvoir, un peu comme l'a fait Auguste au début de l'Empire romain. Et en fait, ce qu'on peut constater à ce moment-là, c'est que la France et en fait l'empereur des Français, c'est-à-dire Napoléon, a possiblement, justement, peut-être même plus de pouvoir que n'en possédait Louis XIV. C'est-à-dire qu'il dirige, en fait, il a réuni entre ses mains les trois niveaux de pouvoir et que finalement, la France est beaucoup plus unifiée qu'elle ne l'était sous Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI. On l'a vu qu'avec les départements qui ont été créés, il y a une structure administrative qui est semblable à l'intérieur de la France. Il n'y a plus ces espèces de douanes intérieures qui nuisent au commerce. On utilise un système de poids et mesure qui est semblable à travers toute la France. Euh, donc, puis après ça, bien évidemment, on va créer carrément une nouvelle noblesse sous cet empire-là. Il y a beaucoup de censure, beaucoup de censure de la presse. On limite certaines libertés civiles. Donc, finalement, Napoléon réussit à ramasser entre ses mains un pouvoir véritablement presque excessif. Et comme je le disais, la bourgeoisie laisse faire, la bourgeoisie demeure muette parce que la France est redevenue prospère. Les conquêtes emplissent les poches. Et Napoléon, justement, ne cesse de faire de conquêtes durant cette période-là. Donc, entre 1799 et 1812, il y a une grande partie de l'Europe qui est maintenant assujettie à Napoléon. L'Empire français, à son moment, donc, son moment d'extension maximum, l'Empire français compte 40 millions d'habitants, 134 départements, et va même établir, Napoléon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va établir un blocus continental, va littéralement bloquer l'accès au continent européen, à l'Angleterre, et ça va nuire énormément à l'économie britannique. Le seul accès que possède l'Angleterre à l'Europe, c'est via le Portugal. Mais pour le reste, l'essentiel de l'Europe, il est bloqué à l'Angleterre. L'Autriche est battue qu'à quelques reprises par Napoléon et doit collaborer. Même chose pour l'Empire de Russie. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. Napoléon, empereur des Français, conquiert l'Europe. Mais les soldats français, eux, avancent et progressent et chantent constamment cette espèce d'idée d'une révolution qui est possible. Les soldats français vont devenir des espèces d'émissaires ou de porte-parole officiels de la révolution. Et d'une certaine façon, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir justement l'éveil d'un sentiment national à divers endroits en Europe, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Hongrie, en Espagne. On va voir l'éveil justement d'une espèce de sentiment national. J'y reviens dans quelques instants. Donc, Napoléon procède avec des conquêtes, mais d'une certaine manière, justement, pour assurer la survie de son empire, Napoléon est presque condamné à faire la guerre constamment. Et là, bien évidemment, il y a des États qui seront battus, mais des États qui vont constamment reprendre les armes contre Napoléon. Donc, il est condamné à la guerre. Et en 1812, tentant un grand coup, il va essayer de s'emparer de l'Empire de Russie. Et ça va être justement le début de la fin pour l'Empire napoléonien. Il avait constitué une armée formidable de 700 000 hommes, mais au retour justement de cette campagne de Russie, il n'en restera que quelques dizaines de milliers. Et que là, justement, ça va être le retour justement des puissances européennes vers la France.
C'est ce qu'on va appeler la campagne de France en 1814, où justement, les Autrichiens, les Russes, les Prussiens et les Anglais vont faire une immense poussée et aussi il y aura des soulèvements à divers endroits dans l'Empire, donc des soulèvements d'Espagnols contre les Français et ainsi de suite, de telle sorte que graduellement, la France est ramenée vers ses frontières. C'est vraiment, pour la première fois peut-être dans l'histoire, on aborde la notion de guerre totale. On parlera ce sont des puissantes armées qui seront levées. On parlera d'enrôlement obligatoire. Ça va être des combats avec des pertes immenses. Mais bon, en bout de ligne, Napoléon sera battu en 1814, va tenter de revenir au pouvoir brièvement en 1815, mais sera battu à nouveau, de telle sorte qu'en 1815, la France est définitivement battue. Et lors d'un congrès qui va se tenir à Vienne en 1815, les grandes puissances qui ont défait la France, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie, vont justement imposer un retour en arrière en France. C'est-à-dire que la France va retrouver ses frontières qu'elle avait en 1792, mais pour le reste, le Congrès de Vienne va proclamer le retour à la monarchie absolue en France. C'est ce qui semble être la fin de l'expérience révolutionnaire en France, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Quant à Napoléon, on ne sait pas trop quoi faire avec lui. Ce que vont décider de faire les Anglais, c'est de l'envoyer donc dans l'île Sainte-Hélène, une toute petite île que possèdent les Anglais dans l'Atlantique, au large de l'Afrique. Et Napoléon va y finir ses jours. Il va mourir en 1821. En France, en tant que tel, donc comme je le disais, c'est le retour à la monarchie. Donc, ce qu'on va voir, c'est se succéder deux rois, deux frères de Louis XVI. Donc, il y aura Louis XVIII et Charles X qui vont se succéder sur le trône de France. Et puis, jusqu'à temps que la monarchie disparaisse complètement de la France en 1848. Parce que ce retour à la monarchie absolue, il est très mal reçu en France. Pourquoi? Parce qu'on s'était habitué d'avoir des institutions représentatives, on s'était habitué d'avoir une Assemblée nationale. Même si elle était passablement dépouillée de ses pouvoirs par Napoléon, il existait quand même ce principe de la consultation populaire. Et en France, on réagit très, très mal à ce retour à la monarchie. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'il y aura une première tentative de révolution pour renverser la monarchie en 1830 et il y aura une seconde qui va fonctionner en 1848. Pour le reste, j'avais commencé justement cette thématique-là en disant que la Révolution française va avoir un impact considérable. Mais effectivement, on va le voir justement, ça sera un impact très grand à travers la planète. Premièrement, on pourra remarquer tout de suite, à partir entre 1815 et 1830, tout ce mouvement révolutionnaire qui va amener la création de nouveaux États en Amérique du Sud qui vont carrément se séparer de l'Espagne. L'Espagne qui avait été passablement affaiblie justement par l'Empire français, ben, l'Empire espagnol, l'Empire colonial espagnol va commencer à s'effriter à partir de ce moment-là. Donc, c'est toute une série d'États, notamment menés justement par un révolutionnaire qui s'appelle Simon Bolivar, qui vont se séparer et on va voir l'apparition de pays que nous connaissons justement encore aujourd'hui, que ce soit le Pérou, le Chili, la Bolivie, ainsi de suite. Donc, ce sont des États qui vont apparaître justement dans la foulée de cette Révolution française et vont se doter justement de constitutions républicaines calquées sur le modèle français. On peut aussi étendre l'exemple jusqu'au Bas-Canada. On va le voir au Bas-Canada, donc cette colonie qui avait été créée par l'acte constitutionnel de 1791. On verra durant les années 1830 un mouvement patriote largement inspiré des idéaux de la Révolution française. Donc des patriotes qui justement réclament le droit à l'autodétermination des peuples, réclament le droit justement d'avoir des institutions représentatives des intérêts de la majorité. Donc cette espèce d'idéal promu par la Révolution française, ben justement, la Révolution s'étend jusque dans la vallée du Saint-Laurent. Comme je viens de le dire, il y aura justement une résistance en France au retour à la monarchie absolue et en 1848, des événements justement qui vont commencer à Paris et qui vont s'étendre à toute la France. Donc un mouvement qui veut finalement se débarrasser de la monarchie, c'est ce qui va arriver. À partir de 1848 en France, on va se débarrasser définitivement de la monarchie. Mais là, il va y avoir un écho. C'est ce qu'on va appeler le printemps des peuples. À partir de l'exemple parisien au mois de février 1848, dans plusieurs capitales à travers l'Europe, il y aura de ces mouvements révolutionnaires qui vont vouloir justement euh, tenter justement de mettre à mal les différentes monarchies. Donc le printemps des peuples, un autre impact de la Révolution française. De la même manière qu'en 1848, on verra justement des contestations très fortes à différents endroits à travers le monde. Donc, encore une fois, la Révolution française, elle n'est pas morte nécessairement avec le départ de Napoléon.
Autre exemple, dans les Balkans, c'est en 1830 que ça se passe. On va voir la Grèce qui va se séparer de l'Empire ottoman, qui est passablement affaibli. Et exactement aussi la même chose qui va se passer un peu plus au nord. L'Empire ottoman qui commence justement à affaiblir sérieusement, ben, l'Empire ottoman va perdre plusieurs de ses éléments, où on verra justement différents peuples avec des aspirations nationales à la recherche de liberté se séparer de l'Empire ottoman. Donc, en d'autres termes, la Révolution française va avoir un impact à long terme et que la Révolution française, et si on additionne aussi avec la Révolution américaine, ils auront de profonds impacts et ça va faire en sorte que l'Occident du 19e siècle va devenir complètement différent et surtout aussi que ça va vraiment marquer l'arrivée de républiques bourgeoises, de démocratie bourgeoise, parce que là, parce que la bourgeoisie sera passablement enrichie par la Révolution industrielle. Donc ça sera une autre page d'histoire qu'il faudra voir une autre fois.